Bonsoir. Un véritable désastre écologique menace toujours la Méditerranée. Le pétrolier Aven, en flammes depuis 3 jours, s'enfonce tout doucement dans la mer en déversant des milliers de litres de pétrole. Le navire risque à tout moment de se casser en deux. Commentaire de Dominique Dumas. Après l'explosion de jeudi dernier et une seconde ce matin, la coque du pétrolier chypriote Aven, toujours en feu au large de Gênes, semble pourtant tenir bon. En cas de rupture des soutes, l'espoir de pomper les 100 000 tonnes de pétrole serait rendu vain. Le pompage pourrait commencer dès que l'épave se sera posée à 70 mètres de profondeur. Il reste une nappe évaluée à plusieurs milliers de tonnes. Cet après-midi, Brice Lalonde et Jacques Mélic ont survolé cette nappe. Si les Italiens leur demandent, les ministres français de la mer et de l'environnement tiennent à leur disposition 4 bateaux et un hélicoptère équipé de moyens d'épandage. Les autorités génoises avaient fait remorquer le Aven qui se trouve maintenant à un peu plus d'1 mille nautiques du littoral. Quant à la nappe, elle dérive, les courants marins et notamment le courant Ligure pourraient éventuellement l'orienter vers les côtes françaises à une distance de 160 km. Cette hypothèse n'est possible qu'avec une conjugaison des vents. Pour l'instant, leur direction permet de ne pas être trop alarmiste. Eh bien, compte tenu de la distance qui est de 92 000 entre Gênes et la baie de Nice, l'on peut dire qu'on peut compter sur une vitesse moyenne de 1 nœud si le courant et le vent sont de la partie dans la même direction. Et à ce moment-là, il faut donc compter entre le moment où la nappe d'hydrocarbures a été déversée dans la mer et le moment où elle peut apparaître devant chez nous, il faut compter entre 3 jours et demi et 4 jours. La préfecture maritime est vigilante, pompiers et sécurité civile sont préinstallés sur toute la côte d'Azur des barrages flottants. À Toulon, 2 navires sont en alerte. Christophe Rousseau, ingénieur au CEDRE, le centre d'expérimentation, de documentation et de recherche sur les pollutions accidentelles de l'eau. Christophe Rousseau donc est en direct à Brest. Monsieur Rousseau, comment expliquez-vous la relative confiance des autorités italiennes? C'est le fait qu'il y ait l'incendie qui puisse atténuer maintenant les risques de pollution? Non, je crois fondamentalement que c'est plutôt le fait que le bateau se soit rapproché de la côte. Hier, il se trouvait par des fonds de 150 à 200 mètres, et s'il s'était cassé à ce moment-là, il aurait été très difficile d'intervenir dessus. Alors, quels moyens vont être mis en œuvre maintenant pour tenter de limiter au maximum les dégâts dans la Méditerranée ? Pour l'instant, des informations que nous avons à l'heure actuelle, ils ont déjà mis des barrages autour du navire qui ont l'air de remplir leur mission. Il faut savoir que le fait que le pétrole brûle diminue largement les quantités qui restent à la surface de l'eau et que les conditions météorologiques sont pour l'instant excellentes. Alors, ce sont donc les autorités italiennes qui gèrent les conséquences de cet accident. Des spécialistes français, notamment des spécialistes du CEDRE, sont sur place? Alors, un de nos collègues s'est rendu à Gênes, à la demande de la Communauté économique européenne, pour jouer le rôle d'officier de liaison de la force d'intervention de la Communauté économique européenne, c'est-à-dire faire l'interface entre les autorités italiennes et d'éventuelles demandes de ces autorités italiennes vis-à-vis des autres pays de la communauté européenne qui pourraient apporter leur aide. Alors, Monsieur Rousseau, il est bien sûr trop tôt pour tenter de tirer toutes les conséquences de cet accident sur la pollution. D'après vous, malgré tout, quel risque de conséquences et quel risque de pollution cet accident va-t-il engendrer? Pour l'instant, le problème est de connaître les quantités qui ont été déversées et les quantités qui restent à la surface de l'eau. Les calculs que nous avions faits nous montraient que 30% dans des conditions normales du pétrole s'évaporait en 24 heures. Évidemment, avec la combustion liée à l'incendie, c'est de beaucoup plus grandes quantités qu'il s'agit. Donc, probablement, la quantité restante à la surface sera relativement faible par rapport au déversement. Maintenant, le grand risque, c'est toujours que le bateau se brise et qu'on ait à ce moment-là une quantité beaucoup plus importante qui s'échappe d'un seul coup de la cargaison. Et concernant la Côte d'Azur, à votre avis, les risques restent limités? Pour l'instant, compte tenu des conditions océanographiques et météorologiques, pour l'instant, les risques sont limités en effet. Merci Monsieur Rousseau pour ce témoignage en direct de Brest. Je vous rappelle également que le ministre de l'Environnement, Brice Lalonde, sera demain soir le grand témoin du 19-20. À l'étranger, il n'y aura pas d'intervention militaire américaine pour secourir les Kurdes en Irak ou pour chasser le président Saddam Hussein du pouvoir. Le président Bush a été formel sur ce point aujourd'hui dans une conférence qu'il a tenue en Alabama aux États-Unis. Il n'y aura donc pas d'ingérence armée dans la guerre civile en Irak. Commentaire de Joël François Dumont. Conflicts have been raging in Iraq for many years, and we're helping out, and we're going to continue to help these refugees. But I do not want one
single soldier or airman shoved into a civil war in Iraq that's been going on for ages, and I'm not going to have that. Devant les élèves officiers de l'école de l'air américaine, le président Bush a dit et répété qu'il entendait maintenir sa politique de non-intervention militaire en Irak, estimant en effet que seuls les Irakiens devaient décider de leur propre avenir politique. Toutefois, George Bush a lancé un avertissement très ferme à Bagdad. En aucun cas, nous ne tolérerons que l'Irak interfère durant les opérations humanitaires en cours. Avant de conclure, avec Saddam au pouvoir, l'Irak restera une nation paria. Des propos qui ont le mérite de la clarté, certes, mais qui risquent bien d'être mal compris outre-Atlantique. Les États-Unis multiplient leur soutien humanitaire aux quelques 2 millions de réfugiés kurdes. Des camps provisoires vont être installés dans la région frontalière de la Turquie, mais aussi au nord de l'Irak. Commentaire de Memona Interman. Au-dessus des montagnes, dans des endroits inaccessibles, les avions français, américains et britanniques continuent de parachuter des centaines de tonnes de vivres. Et parfois, c'est l'horreur. Une caisse qui tombe sur une tente ou un soldat qui tire pour essayer de ramener l'ordre. Une pagaille indescriptible de la distribution des secours. Des responsables de l'aide humanitaire comprennent difficilement pourquoi, face à une telle situation, ils ne disposent pas de plus de moyens pour secourir efficacement. Jamais, ni au Soudan, ni en Éthiopie, nous n'avons vu cela, dit un médecin. Sous la pression européenne et américaine, la Turquie a accepté officiellement ce soir d'installer ces quelques 400 000 réfugiés dans de véritables camps organisés et surtout en plaine pour un accès moins difficile. D'autres camps seront installés dans le nord de l'Irak. Une détresse infinie, des soldats turcs à bout de nerfs qui frappent et assomment sans discernement. Des enfants qui meurent, des vieux qui n'en peuvent plus et abandonnent. Et pour tous les autres, une bataille terrible. 2 semaines après le début de leur tragédie, les Kurdes luttent toujours contre la boue, la faim, la mort. Et à l'autre extrémité de l'Irak, l'Iran s'est prononcé aujourd'hui pour une action internationale en faveur d'un retour des réfugiés irakiens en coordination avec le gouvernement d'Irak. Politique en France, près de 95% des suffrages. Alain Juppé a été reconduit triomphalement dans ses fonctions de secrétaire général du RPR. Aujourd'hui, le Conseil national du mouvement gaulliste a été placé sous le signe de l'entente cordiale avec en point d'orgue la réconciliation entre Jacques Chirac et Charles Pasqua, le tout bien sûr au nom de l'Union. Jérôme Catala. Pas de surprise, le Conseil national du RPR s'est prononcé à une écrasante majorité en faveur du rapport d'activité proposé par Alain Juppé. Il faut dire que le secrétaire général du RPR avait mis toutes les chances de son côté en signant il y a 3 jours avec l'UDF un accord sur les primaires au sein de l'opposition pour les présidentielles. Sur le thème de l'opposition unie pour gagner, Alain Juppé a donc emporté presque tous les suffrages et en a profité pour mettre les choses au point quant aux remous qui ont agité son mouvement. Oui au débat, oui à une plus grande démocratie interne, mais attention à ne pas dépasser les bornes. Quand Charles Pasqua et Philippe Séguin créent une association intitulée Demain la France pour nourrir la réflexion de l'opposition, et d'abord celle du Rassemblement, je trouve que c'est très bien, et je le dis. Mais fallait-il accompagner cette initiative de gracieuseté du style, je cite, « Les partis politiques ont déserté le débat d'idées, ce qui dévalorise notre action collective, sans pour autant rehausser leur entreprise. » Mais peut-on s'en tenir là ? Charles Pasqua a préféré ne pas répondre et s'est même montré très conciliant puisqu'il a annoncé la fin de son courant. En clair, le RPR ayant accepté un certain nombre de ses idées, et notamment celle des primaires à la française, l'ancien ministre de l'Intérieur a approuvé Alain Juppé tout en restant vigilant. De même que je lui donne quitus pour le passé, je suis tout à fait disposé à lui faire confiance, mais une confiance n'exclut pas, naturellement, la vigilance. Je suis heureux que le Conseil national d'aujourd'hui ait marqué clairement cette volonté d'union de notre mouvement et je dirais un peu ce retour à la raison. Bref, le RPR a bien fêté aujourd'hui sa grande réconciliation, avec tout de même une absence de marque, celle de Philippe Séguin. Social, à 10 jours de la publication par le gouvernement du livre blanc sur la retraite, plusieurs milliers de retraités ont défilé aujourd'hui en France à l'appel de la CGT. Le maintien du pouvoir d'achat, la défense du système basé sur la solidarité ont été les 2 principales revendications exprimées par les manifestants. L'un d'entre eux suivi aujourd'hui à Paris par Marie-Hélène Tichou et Alain Thomas.
Gilbert Boudeville avait donné rendez-vous à ses anciens collègues près de la gare de l'Est. Manifester, il a l'habitude. Il milite depuis l'après-guerre. D'abord dans la compagnie d'assurance où il travaillait, aujourd'hui comme administrateur d'une caisse de vieillesse. Dans le défilé autour de lui, beaucoup de retraités, des jeunes aussi, mais pas trop. Je manifeste pour moi, pour mes enfants et mes petits-enfants, parce que s'ils ne font pas comme moi, c'est-à-dire de lutter pour une protection sociale digne de ce nom, eh bien ils n'auront rien. Dans 10 jours, le gouvernement doit publier le livre blanc sur les retraites qui dressera un état des lieux et proposera des pistes de travail pour réformer le système de retraite. Pour la CGT, c'est un livre dangereux, un livre qu'elle condamne. Je n'en attends strictement rien, on sait ce qu'il y a dedans. Gilbert Boudeville, le matin, avait préparé des pancartes pour ses amis. Dans sa tête, des souvenirs de jeunesse, les retraités sans ressources, leur capital perdu dans les krachs boursiers. Il n'en veut plus. Ces épargnants-là n'avaient plus rien du tout pour venir. Alors on est obligé de venir en aide par des quêtes dans la rue. Alors là, ça m'a frappé et c'est ce que j'ai retenu et c'est ce qui m'a motivé toute ma vie pour avoir une protection sociale à la hauteur. Aujourd'hui, voilà. Il veut que la solidarité entre générations continue. C'est bien. Voici maintenant le Tour de France de l'actualité en bref avec le concours des stations régionales de l'A3 et le commentaire ce soir de Didier Auriac. 1800 soldats ayant participé à l'opération Daguet dans le Golfe sont arrivés aujourd'hui à Toulon. Ces hommes appartenaient à des régiments d'infanterie et d'artillerie basés en Bretagne. Certains d'entre eux étaient attendus par leur famille à l'arrivée du bateau. D'autres rapatriements de troupes sont programmés dans le courant de la semaine prochaine. Près de 800 personnes dans les rues de Bordeaux aujourd'hui pour protester contre le projet de tracé du TGV Sud-Ouest entre Paris et Toulouse. Un tracé qui évitera Bordeaux et qui surtout coupera la région viticole de l'Entre-deux-Mers sur 80 km. Un double sinistre économique et écologique, selon le syndicat viticole de la région, principal organisateur du défilé. 3 morts, 1 blessé grave, c'est le bilan de l'incendie qui a ravagé ce matin un appartement situé dans le 3e arrondissement de Lyon. Parmi les victimes, 2 enfants de 5 et 3 ans. Le 3e enfant, âgé de 18 mois, a été transporté à l'hôpital dans un état grave. Selon les premiers éléments de l'enquête, le feu aurait pris dans un canapé. Les vapeurs toxiques auraient empêché les occupants de s'enfuir. Nouveau cas de vache folle en France après la Bretagne, c'est cette fois la Normandie et le département de la Manche qui est touché par cette maladie. À l'origine de cette nouvelle contamination, une farine importée d'Angleterre est utilisée dans l'alimentation des bovins. L'animal touché va être abattu ainsi que le troupeau auquel il appartient. 2 réseaux de faux monnayeurs démantelés à Paris et à Nice. Pour réaliser leurs billets, les escrocs utilisaient une photocopieuse à laser ultra moderne. Une douzaine de personnes ont été arrêtées. 6 millions de francs de fausses monnaies ont été saisis par la police. Les sports et d'abord le rugby. Après 22 années de mandat, Albert Ferras a été reconduit aujourd'hui à la présidence de la Fédération française. Un épilogue en trompe-l'œil qui devrait servir aussi de tremplin pour le Toulousain Jean Fabre. Déception en revanche pour Robert Paparamborde dont la liste n'a obtenu que 11 sièges. Sur place, Alain Dorgans. Victoire en trompe-l'œil d'Albert Ferras associé à Jean Fabre sur le score de 24 à 11. Certes, l'avance enregistrée par la liste Ferras-Fabre sur celle conduite par Robert Paparamborde est confortable, mais pourra-t-elle faire taire la fronde des rénovateurs qui comptent dans leur rang 11 élus? Proposé à la présidence, Monsieur Albert Ferras. Je ne veux pas qu'après, demain, il y ait un combat entre les vainqueurs et les vaincus. Hein? Alors il va savoir aussi, il va falloir que chacun se situe. Si Albert Ferras a transformé le dernier essai de sa carrière, Robert Paparamborde, l'ancien pilier du 15 de France, a été humilié dans la mêlée la plus musclée de ses joutes rugbystiques. Servir le rugby, le moderniser. 24-11, c'est un match perdu. Et bon, c'est vrai que je suis déçu, comme on est toujours déçu après une défaite. Par contre, je suis tout à fait serein et tranquille parce que je sais que j'ai tout mis en œuvre pour gagner ce match et à partir de là, bon, je suis plutôt satisfait. Paparamborde élu mais minoritaire devra composer avec les thèses émises par le tandem Ferras-Fabre, parmi lesquelles la promotion du rugby dans la jeunesse. Reste que le grand vainqueur est bien Jean Fabre, l'ordonnateur du changement dans la continuité.
Je crois qu'il faut un changement, ça c'est clair. La crise l'a montré, les clubs ont désirent ce changement, mais il faut le faire dans la continuité. Je suis très heureux pour le président Ferraz. Il va présider la Coupe du Monde, c'est une bonne chose pour le rugby. Vous allez prendre le relais? Je vais prendre le relais au 1er janvier 92, oui, c'est prévu, c'était le contrat que nous avions passé devant les clubs. Les deux grands battus au comité directeur, Guy Basquet et André Moga, ont été rayés des cadres de la FFR. La moto maintenant, les 24 heures du Mans, en direct, Jean-François Kerkaert. Et on commence tout de suite par un point dans le stand Suzuki, Jean-François. Dans le stand Suzuki où tout va très mal, puisque la moto numéro 1, vous la voyez sur cette image, la moto numéro 1 pilotée par Patrick Igoa semble abandonner la course. Je dis semble, mais cela fait maintenant 10 minutes que cette moto est arrêtée. Il s'agirait d'un problème au niveau bas moteur. Biel ou Villebrequin, on ne le sait pas encore. Jean-François, les Japonais se sont penchés sur le cas. Jean-François? Oui. Et alors le point maintenant en tête de la course, rapidement. En tête de la course, eh bien, nous avons Alex Vieira sur Kawasaki, la Kawasaki numéro 4. Alex Vieira mène le bal depuis maintenant une bonne demi-heure. Dominique Sarron le poursuit sur Suzuki, la Suzuki numéro 2. Il reste une Suzuki en course. Troisième position pour Brian Morrison, une autre Kawasaki. Et puis en quatrième position maintenant, un équipage privé anglais. Il s'agit de l'équipage emmené par Steve Hislop. Merci Jean-François Kerkert. Nouveau point avec Loïc Mathieu, notamment dans Soir 3 à 22h30. Faites chauffer les télés, mais surtout faites attention aux insolations intellectuelles. C'est en quelque sorte le mot d'ordre de l'association Les Pieds dans le PAF qui a infligé à l'un de ses membres la douloureuse mission de regarder, tenez-vous bien, pendant 7 jours, tous les programmes disponibles en France à la télévision. Du haut de gamme sur la 3 aux pires produits des chaînes concurrentes. Reportage d'Anne Gouraud et d'Hervé Gutmann. Télé de A à Z comme zapping pour Mathieu Gleeman. Le temps d'un record mondial, sa télécommande chauffée à blanc va lui permettre de ricocher de programme en programme. Au total, cet étudiant en cinéma passera 120 heures devant son poste en une semaine. De 7 h du matin à minuit, l'œil rivé sur l'écran, le zappeur fou des Pieds dans le PAF va s'exhiber jusqu'à vendredi prochain en vitrine d'un magasin de hi-fi pour la seule beauté du sport. Ce qu'on cherche à montrer, c'est que depuis quelques années, les chaînes se sont multipliées, donc les programmes se sont multipliés, et qu'à peu près à n'importe quelle heure de la journée, sauf très tôt le matin et très tard le soir, on a à peu près le choix sur les différents types de programmes. C'est un record qui va être homologué ? Non, il ne sera pas homologué parce qu'il pousse, paraît-il, il poussera les enfants à vouloir le battre et c'est pas pédagogique. Depuis que vous zappez, il y a des choses qui vous ont énervé ou intéressé ? Énervé, pas pour l'instant, il y a des choses qui m'ont fait rire. Mais il y a plus, ce que j'essayais de noter un peu, c'était quels étaient les points communs entre les différentes chaînes qu'on peut voir, parce qu'il y a pas mal de chaînes étrangères, et donc quels étaient les types de programmes qu'on pouvait retrouver sur les différentes chaînes. Si Mathieu joue les zappeurs, les téléspectateurs, eux, peuvent jouer les censeurs en votant pour les émissions les plus nulles du petit écran. Reste à savoir si les heureux lauréats feront le déplacement pour recevoir leur prix samedi prochain. Il y aura un reportage dans le 19-20 sur la remise des prix. Tout ça se passe dans le cadre de la Semaine nationale des jeunes téléspectateurs actifs. Avant de refermer ce journal, un nouveau point sur la marée noire au large de Gênes, en Italie. Le pétrolier Aven, vous le savez, est en flammes. Le gouvernement italien a instauré ce soir l'état d'urgence en raison donc de cette menace de gigantesque marée noire. Cela signifie que l'Italie mobilise toutes les ressources dont elle dispose, marine, police, tout donc pour essayer d'enrayer cette marée noire au large des côtes de Gênes. Dans un instant, la météo complète de Michel Touré. Prochain rendez-vous d'information Soir 3 à 22h25. Je vous y retrouverai. Passez d'ici là un très bon début de soirée.